Bonjour, je suis Alexandre Malafaille, le président du think tank Sinopia, et j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre podcast Imaginez demain. Alors Sinopia est un think tank indépendant qui œuvre en faveur d'une gouvernance qui se veut plus éthique, plus efficace et plus transparente. Et à travers nos analyses et nos recommandations, nous accompagnons les décideurs et les citoyens afin de rendre le monde un peu plus juste et un peu plus responsable. Vaste programme, mais on y croit. Chaque mois, nous prenons le temps d'explorer une thématique en profondeur aux côtés d'un invité. Ensemble, nous décortiquons les enjeux, confrontons les idées pour vous apporter les clés de compréhension et d'action. Alors restez à l'écoute et embarquez avec nous dans cette discussion. Et donc dans ce premier épisode, nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Claude Mailly, vice-président de Sinopia, mais surtout qui a été secrétaire général de Force ouvrière de 2004 à 2018 pendant 14 ans. Et autant vous dire qu'il a une expérience extraordinaire de la vie politique française, car pendant ces 14 ans, il a rencontré et discuté et négocié avec 4 présidents de la République: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et le dernier en date, Emmanuel Macron. Jean-Claude, nous sommes ravis de partager ce moment avec vous et nous allons vous lancer tout de suite sur une question qui nous relie. Vous êtes donc vice-président de Sinopia. Qu'est-ce qui a pu vous pousser à rejoindre notre think tank? Deux choses en fait. Une rencontre avec toi, tu es président mais je te tutoie, hein, une rencontre avec toi où on a discuté à différentes reprises, même sur des plateaux télé ou radio. Et deuxièmement, les thèmes de travail de Sinopia qui touchent notamment à la démocratie, globalement, qu'elle soit sociale ou pas, à la République, méthode de la démocratie, ce qu'il faut y faire évoluer, etc. Et le composition du think tank qui est très diverse, du public, du privé, des juges, des militaires, etc. Et qui est un think tank indépendant. L'indépendance, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Je l'ai montré avant et je continue à y tenir aujourd'hui. Merci Jean-Claude. Alors, on va parler maintenant de ce qui a fait le cœur de votre vie professionnelle, parce que, alors c'est vrai qu'on se tutoie, mais j'ai gardé le vous pour l'interview. Vous êtes rentré aux Forces ouvrières en fait assez jeune. Vous y avez fait votre carrière jusqu'à en devenir le secrétaire général, donc de 2004 à 2018. Et ce qu'on peut constater clairement, c'est que vous connaissez parfaitement cet univers-là. Sauf qu'aujourd'hui, la démocratie sociale, que vous connaissez bien, elle est en grande difficulté. Certains considèrent que les syndicats ont perdu leur influence au fil des années. Alors est-ce que vous pensez que le syndicalisme a encore un avenir en France et en Europe, ou doit-il se réinventer pour devenir et rester pertinent? Oui, puis oui, pour moi, bien entendu, le syndicalisme a de l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas évoluer, mais il a de l'avenir. Écoute, quand on regarde le syndicalisme du côté des salariés, parce qu'il y a le syndicalisme du côté patronal également. Quand on regarde le syndicalisme du côté des salariés, les salariés sont encore la population en activité la plus nombreuse, hein, ça doit être 26 millions, un truc comme ça, je sais plus exactement, en France, mais c'est pareil dans les autres pays. Alors après qu'il y ait des évolutions, c'est une évidence, se tenir compte de toute une série de choses, des évolutions technologiques, des changements de comportement, etc. Mais en même temps, il faut bien comprendre que en France comme ailleurs, les gens viennent au syndicat, quel que soit le syndicat, si le syndicat apporte quelque chose, hein, que ce soit du salaire, des conditions de travail ou autre. Or, on est dans une période qui dure depuis quelques années aujourd'hui, où les syndicats ramènent difficilement des choses. Et quand vous ramenez difficilement des choses, ben, votre utilité peut être questionnée à un moment donné. Hein. Il y a des gens qui pensent aussi que se syndiquer, c'est rentrer dans une secte. Enfin, on a le droit à tout ça, hein, d'une manière ou d'une autre, ou qui considèrent que les syndicats ou le syndicalisme fait partie des institutions comme les partis politiques, les médias, etc., et qu'en tant que tels, ils sont critiqués. Voilà, il y a tout ça. Mais en tous les cas, moi, je suis persuadé que le syndicalisme, salarié comme patronal d'ailleurs, il y aura plus de syndicats de salariés le jour où il y aura plus de salariés, quoi. Mais tant qu'il y aura des salariés, il y aura des syndicats. Et est-ce que vous pensez que les formations politiques ces dernières années et les leaders politiques ont fait le nécessaire pour qu'on reconnaisse les syndicats en tant qu'acteurs importants et qui, de fait, retrouveraient un peu d'attractivité au niveau de leurs adhérents et de la population? Non, là, il y a un problème notamment dans notre pays, pas uniquement, mais on a un problème dans notre pays, c'est ce qu'on appelle la démocratie sociale ou le dialogue social. Si on regarde les choses le plus objectivement possible, dans les entreprises, le dialogue social et la négociation existent. Ah, et je dis pas que c'est très bien partout, il y a des problèmes ici ou là, mais il y a énormément d'accords de signés chaque année, hein, et signés par tous les syndicats, bien souvent d'ailleurs, hein, très largement. Bon, il y a une vie, c'est des dizaines de milliers d'accords qui sont signés chaque année.
hein. Donc il y a une vie de négociation, de discussion dans les entreprises qui est importante. Pareil avec le patronat au niveau des branches, la métallurgie, la chimie, etc., ou au niveau interprofessionnel. Quand vous regardez la fin de l'année 2024, il y a eu plusieurs grands accords interprofessionnels, donc qui concernent tous les salariés du privé, qui ont été signés. Là où il y a problème, en France en tous les cas, là où il y a problème, c'est avec les pouvoirs publics. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Et là, on a, notamment avec l'actuel président, un réel problème. Euh, c'est pas sa culture. Le social n'est pas sa culture. À la limite, ça, c'est pas de sa faute. C'est pas ce qu'il a connu. D'autres, un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, n'avait pas cette culture non plus. Mais Nicolas Sarkozy avait non seulement su s'entourer de gens qui l'avaient et à qui il faisait confiance. Je pense notamment à un de ses conseillers qui s'appelait parce qu'il est plus conseiller de Sarkozy, Raymond Soubi. Euh, Tandis qu'Emmanuel Macron ne fait confiance à personne, ne fait confiance qu'à lui-même. Ce côté narcisse du président de la République. Alors comme c'est pas sa culture, ben, je vais être un peu vulgaire, mais ça l'emmerde. Le dialogue social, ça ne l'intéresse pas. Il considère que c'est un frein à ses réformes, etc. Et il a même été jusqu'à expliquer que la place des syndicats, c'était dans l'entreprise, mais pas ailleurs. Tout ce qui était national, ça dépendait de lui. Voilà, il a expliqué tout ça. Donc à partir de là, il y a eu un vrai problème de fonctionnement démocratique avec un président qui prenait des décisions sans consulter personne, etc., ou qui regardait 2023 sur les retraites, il décide de quelque chose, c'est lui qui décide, et puis après tout le monde doit s'aligner, ça ne marche pas comme ça. Or, un dossier comme, je prends juste cet exemple des retraites, quand vous avez tout le monde qui est contre du côté syndical, et que vous n'en tenez pas compte, vous continuez, ça se paye toujours un jour ou l'autre. Il y a un effet boomerang. Et quand vous regardez euh, l'histoire récente, que vous preniez le mouvement de 95 contre déjà la réforme des retraites et de l'assurance maladie, bah derrière, il y a eu 97, avec un changement de majorité politique. Sarkozy ne s'est pas représenté, y compris parce qu'il y avait eu aussi une réforme des retraites, etc. Donc, il faut toujours faire attention aux effets boomerang, hein. Et là, on a un vrai problème, ce qui veut dire qu'il faut retravailler, selon moi, sur la démocratie sociale, comment elle doit fonctionner dans notre pays. Et de votre point de vue, le conclave, non pas celui du Vatican, mais celui initié par François Bayrou. Oui, non, enfin non, d'abord le terme est mal choisi selon moi parce que qui dit conclave, conclavé, c'est On ferme à clé. enferme à clé, donc je vois pas comment on peut enfermer le syndicat et le patronat à clé dans une salle. Peut-être que le patronat serait content. Oui, j'en suis même pas sûr, quoi. Donc je pense pas même. Donc le terme est mal choisi. Ceci étant, qu'ils remettent sur la table le dossier des retraites. Que le Premier ministre l'avait indiqué, oui, pourquoi pas. Mais il a été maladroit aussi. Il a annoncé, ben voilà, maintenant, vous allez me trouver en gros 6 milliards d'économies en plus. C'est pas ce qui était prévu au départ, etc. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où le conclave a pris l'eau, d'une manière ou d'une autre. Certains sont partis, tant du côté patronal que du côté syndical. Moi, je pense qu'il faut remettre. Enfin, les partenaires sociaux doivent reprendre la main. Ils n'ont pas besoin du gouvernement, doivent reprendre la main entre eux, discuter, y compris des retraites, mais discuter de ce qui était prévu d'ailleurs, hein, sur l'emploi des seniors, sur toute une série de choses. Je rappelle qu'on peut négocier ce qu'on veut. Alors après, si l'accord qu'on a négocié nécessite une transformation de la loi, les parlementaires vont être saisis, bien entendu. Mais si ça nécessite pas de transformation de la loi, on peut négocier ce qu'on veut. On a une liberté de négociation dans notre pays. Je pense qu'ils doivent reprendre la main sans s'occuper des pouvoirs publics. Et vous aviez initié, lorsque vous étiez secrétaire général, une méthode avec Laurence Parisot Oui. pour vraiment se mettre en situation de travailler les sujets une fois qu'on a établi des diagnostics, quoi. Oui, on avait appelé ça la délibération sociale. Ça consistait on se réunissait syndicats, patronat sur un thème, quel qu'il soit, et on faisait quelques réunions pour voir si est-ce que de nos discussions, on peut aboutir à une négociation. C'est pas la peine d'ouvrir un champ de négociation si on sait que ça marchera pas, d'une manière ou d'une autre, hein. Donc, oui, oui, c'est un système qui a fonctionné, hein, quand on a pu négocier comme ça sur différents thèmes, parce dès le départ, chacun savait où étaient les limites de l'autre, quoi, et qu'on pouvait trouver un chemin. Alors venons-en maintenant à un aspect un peu plus personnel de cette séquence.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans le syndicalisme? Qu'est-ce qui vous a motivé toute votre vie à défendre les droits des travailleurs, des salariés, du monde du travail tout au long de votre carrière? Bah, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé là-dedans quand j'étais tout petit. C'est un peu une histoire familiale. Bon, alors maintenant, c'est pas automatique, hein. C'est pas parce que vous êtes dans une histoire familiale de ce type qu'obligatoirement vous êtes militant. En tous les cas, en ce qui me concerne, il y a cet aspect des choses. Et le deuxième aspect, j'ai toujours été personnellement révolté par tout ce que je considérais comme étant une injustice. Hein, moi, mon premier mandat, c'était en 68. J'avais 15 ans et j'ai été délégué de classe. Voilà. Bon, et pour l'histoire, ce qui est toujours marrant, c'est que j'étais dans un lycée dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, et les grèves sont parties après Paris. Et donc j'avais 15 ans et les premières et terminales à la cour de récréation montaient sur un banc en disant première et terminale en grève. Et moi je dis les secondes aussi. Et je me suis retrouvé délégué. Voilà, c'est souvent comme ça. Quand on parle, on se retrouve avec une responsabilité. Voilà. Mais j'ai toujours été révolté par ce que je considérais, je vous dis, comme des injustices. Alors après, il y a deux façons, selon moi, on peut très bien s'engager dans la politique et on peut s'engager dans le syndicalisme. J'ai préféré le syndicalisme tout simplement parce que c'est plus pragmatique et plus concret. On négocie, on essaie de trouver une solution en politique, je dis pas que c'est inutile, hein, c'est important qu'il y ait des partis politiques différents dans une démocratie, mais c'est moins concret. Et alors, en tant que leader syndical, est-ce que vous avez eu des difficultés pour concilier vos valeurs, celles que vous défendiez, avec voilà, les réalités opérationnelles, pratiques, des discussions et des négociations? Non, pas réellement. Enfin, c'est bien, j'ai toujours considéré que si parce que quand vous êtes secrétaire général d'une organisation, c'est pas vos idées personnelles que vous mettez en avant. Vous avez des mandats. Hein, vous êtes le porte-parole numéro un de l'organisation, vous êtes son animateur, etc. Mais vous êtes mandaté, quoi. J'ai toujours dit que je ne pourrais jamais défendre une position avec laquelle j'aurais été vraiment en rupture, personnellement. Après, on peut s'adapter à ça, on peut penser. J'ai des idées que je n'ai jamais pu me développer parce que je savais que dans l'organisation, ça passerait pas. Mais ça fait partie de la démocratie, hein. Après, ben oui, après c'est la vie. Je veux dire, il y a des moments où il y a des moments de tension, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. La France est un pays aussi où le conflit historiquement a une place importante. Euh, c'est notamment dû d'ailleurs historiquement, selon moi, à la place et au rôle de la CGT dans le temps, qui est en train d'évoluer aujourd'hui, bon, dans les rapports de force. Mais oui, oui, non, mais une négociation, c'est jamais. Une négociation, c'est pas un conflit dans la rue, mais c'est chacun défend ses idées et on voit si on peut trouver le passage, le compromis. L'un de mes prédécesseurs avait une bonne formule et il disait un bon compromis, c'est quand du côté syndical on pense qu'on aurait pu obtenir plus et que du côté patronal on pense qu'on a trop lâché. On peut dire à ce moment-là qu'on a trouvé le bon compromis. Bon résumé. Merci Jean-Claude. Alors, avant de passer aux prochaines questions, on va marquer une petite pause pour évoquer un aspect essentiel pour Sinopia, car en effet, nous sommes convaincus que des décisions mieux pensées peuvent transformer nos sociétés, mais pour continuer à agir en toute indépendance, ce que nous faisons depuis maintenant 14 ans, et approfondir nos recherches, nous avons besoin de vous. Donc si vous appréciez ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don via le lien en description ou à nous écrire pour adhérer. Merci par avance de votre soutien. Et maintenant, Jean-Claude, retour à notre discussion. Alors nous sommes donc toujours face à cette problématique du monde du travail qui est en constante évolution. Euh, Comment est-ce que vous voyez l'avenir du travail aujourd'hui? Ah, les évolutions sont importantes aujourd'hui. Facilitées d'ailleurs, ou pas d'ailleurs, mais permises, notamment par exemple par les nouvelles technologies, c'est évident. Euh, Ce que permet enfin, personne n'envisageait du télétravail il y a 15 ou 20 ans, la manière dont ça se passe. Et la crise sanitaire a développé énormément, a joué un rôle de booster sur plein de choses d'ailleurs, à la fois sur le télétravail, c'est évident, même si aujourd'hui on rééquilibre un peu. Grosso modo, aujourd'hui, c'est 2 jours de télétravail, ça apparaît comme la norme acceptable, tant du côté des entreprises que du côté des salariés, ils ont un besoin, notamment les jeunes, ils ont un besoin aussi de collectif. On peut pas toujours être chez soi en télétravail. Voilà. Ah, mais le télétravail, en plus, la crise sanitaire, je considère que ça a été l'occasion d'une révélation pour beaucoup, c'est qu'on s'est aperçu qu'on était mortel au moment de la crise sanitaire. Et donc, à ce moment-là,
quand vous prenez conscience de ça, vous vous reposez toute une série de questions. Et notamment, par exemple, dans l'équilibre qui est un élément clé aujourd'hui. Je recherche un équilibre différent entre vie professionnelle et vie privée. Hein, vous aviez une très, quand on interrogeait dans les années 90 les cadres, c'est une étude APEC, ça par exemple, l'Agence pour l'emploi des cadres, sur est-ce que le travail est très important dans votre vie, la place du travail, ils étaient une très large majorité à dire oui dans les années. Aujourd'hui, ils sont plus que 20%. Ça ne veut pas dire que c'est un désengagement, mais ça veut dire que c'est un rééquilibrage entre la vie privée et la vie professionnelle. Hein, il y a aussi une tendance au développement de l'indépendance, du travail en freelance, pour certains, pas pour tout le monde. Il faut pouvoir. Il y a des professions qui ne peuvent pas télétravailler, par exemple. Notamment toutes celles dont on a parlé pendant la crise sanitaire en disant que ce sont les invisibles, il faut s'occuper d'eux. Et en fait, on s'en est pas occupé. Ils sont toujours dans la même situation. Aujourd'hui, que ce soit les caissières, je dis caissières parce que c'est beaucoup de femmes, les livreurs, etc., dans les domaines de la sécurité ou autres, bon, il y a encore du travail à faire. Donc, il y a une évolution à la fois sur le sens que les gens veulent, ou certains veulent trouver dans le travail. Et vous avez aujourd'hui des jeunes, dans les jeunes générations, qui vont pas vouloir travailler dans certaines entreprises parce que ça correspond pas à leurs convictions en matière d'environnement, par exemple. Voilà, on peut être d'accord ou pas, mais ça existe, ce genre de choses. Donc oui, il y a des évolutions. Et des évolutions aussi dans l'organisation du travail. On a encore un système beaucoup trop vertical, avec une hiérarchie verticale, alors qu'il faut, la hiérarchie, il y en aura toujours, mais il faut beaucoup plus travailler en horizontal aujourd'hui aussi, hein, donc, et en réseau dans les entreprises. Et c'est pas encore le cas partout. Donc oui, il y a des évolutions. Il appartient aux entreprises, mais il appartient aussi aux syndicats d'en tenir compte. Il y aura toujours un dialogue social, mais il doit aussi y avoir un dialogue à côté du dialogue social, un dialogue professionnel, hein, où les syndicats directs entre les équipes, etc., ou justement besoin de collectif. Moi, je dis souvent ce que alors, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ce qu'ils attendent aujourd'hui, beaucoup de salariés, c'est à la fois du respect, ça c'est une autorité, mais c'est une autorité ferme, hein, et une autonomie, hein, avoir plus d'autonomie dans son travail. Hein, et donc ça suppose par exemple de revoir tous les systèmes d'objectifs. On passe beaucoup trop de temps dans le reporting, etc. Et les objectifs, et parfois mal intentionnés. On fixe des objectifs dont on sait pertinemment que la personne ne pourra pas les atteindre. Après, voilà, après ça crée du burn-out, etc. Donc il faut revoir l'organisation du travail. Donc, il y a encore du pain sur la planche, mais il y en aura toujours, et il y a des choses sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Le rééquilibrage entre vie professionnelle et vie privée, c'est quelque chose de fondamental sur lequel les gens sont attachés. On ne reviendra pas là-dessus. Donc, il faut travailler là-dessus. Mais il y a quand même une asymétrie qui s'est renforcée entre ceux qui peuvent télétravailler et tous les autres. Oui. Et ces équilibres-là sont peut-être plus faciles à développer quand on a la chance de pouvoir télétravailler. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une espèce de fossé qui est en train de se creuser entre les invisibles dont vous parliez, qui vont du bâtiment en passant par les supermarchés, les hôpitaux, etc., et puis tous les autres? Si, bien sûr. Bien sûr. Alors, en général, ce sont des professions on peut pas être en télétravail. Déjà, alors si, dans une entreprise, vous avez des gens qui peuvent télétravailler, d'autres qui ne le peuvent pas compte tenu de leurs fonctions, comment on compense? C'est ça, en fait. Ça peut être une compensation financière, hein, ça peut être une compensation, ça se discute, ça se négocie, mais il faut prendre ça en considération. Hein, de la même manière que dans les branches, il faut tenir. C'est inacceptable qu'aujourd'hui encore, vous ayez, moins qu'avant, vous ayez des branches au niveau national où les premiers niveaux de salaire sont inférieurs au SMIC. Et c'est ces gens-là qui sont concernés. Alors, en réalité, ils touchent le SMIC parce qu'on met une indemnité, hein, mais c'est pas normal. Donc, une question de respect et de reconnaissance qui est importante pour toutes ces professions. Et justement, en termes de reconnaissance, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les entreprises auraient intérêt à mieux associer leurs collaborateurs au conseil d'administration notamment? Oui, bien entendu. Mais alors, que ce soit conseil d'administration ou conseil de surveillance d'ailleurs, je pense que la France avait beaucoup de conseils d'administration. Ça commence à changer. Il commence à y avoir dans les entreprises des conseils de surveillance et directoires, hein, dans le modèle allemand un peu. Bon. Et je pense que c'est, au moins dans les conseils de surveillance, qu'il y ait une place plus importante pour les représentants des salariés, ça m'apparaît nécessaire. C'est pas pour gérer l'entreprise,
Le rôle du syndicat n'est pas de gérer l'entreprise à la place des propriétaires de l'entreprise ou de la direction, mais d'apporter sa pierre. Non, c'est ce que j'appelle moi un système de co-construction. Dans les entreprises où ça existe, de fait, quand vous avez un syndicat, quel que soit le syndicat, deux syndicats qui sont très importants dans une entreprise. Quand je dis très important, c'est qu'ils représentent une partie importante des salariés, que ce soit aux résultats électoraux ou en adhérents. La direction d'entreprise sait qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi et que si elle veut faire des changements importants, il faut qu'elle discute avec le syndicat. Et le syndicat sait qu'il ne peut pas non plus faire n'importe quoi, parce que derrière, son rôle est tel qu'il peut jouer sur la vie de l'entreprise. Voilà. Mais c'est des systèmes qui fonctionnent, et qui fonctionnent bien. Hein, ils avaient beaucoup moins de conflits, etc. Donc, non, non, il y a un vrai travail à faire, mais je pense qu'il faut qu'on évolue aussi du côté, par exemple, des comités sociaux, économiques et sociaux. Pourquoi c'est toujours l'employeur qui préside? Pourquoi ce ne serait pas un salarié qui présiderait symboliquement, psychologiquement, c'est différent. C'est-à-dire que l'employeur est invité au CSE, c'est pas lui qui invite. Voilà, déjà, C'est une c'est important. révolution, ça, Oui, ah bah ça, du côté du en patronat, France, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Mais bon, voilà, mais c'est des choses qui doivent être discutées. bien sûr. On le voit, les jeunes sont quand même moins ouverts au monde syndical que ne l'étaient les générations d'avant. Et pourtant, le besoin d'engagement se fait sentir. Quels conseils vous donneriez, vous, aujourd'hui, à ces jeunes générations qui souhaitent s'engager dans la défense des droits des travailleurs et dans le mouvement syndical, à une époque, effectivement, où voilà, les formes de mobilisation sont de plus en plus diverses? Oui, mais alors, les choses évoluent parce que moi, je me souviens, il y a 25 ou 30 ans, ou 20 ans, euh, quand vous aviez un problème, dans votre entreprise, par exemple, vous aviez un problème, vous alliez voir le délégué de l'entreprise, ou s'il n'y a pas de délégué dans votre entreprise, parce que c'est une petite entreprise, par exemple, il n'y a pas de syndicat, vous alliez à l'inspection du travail, ou vous allez voir le syndicat localement. Aujourd'hui, le premier réflexe, c'est pas ça. Le premier réflexe, c'est d'aller sur Internet et de voir, tiens, dans telle situation, quels sont mes droits. Voilà, on va essayer d'aller voir la convention collective, etc. C'est un premier réflexe. Et en même temps, donc on arrive en général plus tard au syndicalisme. Et en même temps, je dis toujours, les gens adhèrent au syndicat, ça ne veut pas dire qu'ils militent. Adhérer, ça ne veut pas dire obligatoirement militer. Mais adhèrent parce que, ah bah tiens, le syndicat il faut ou le syndicat CFDT, dans l'entreprise, il a fait ouais, un bon boulot là, on a obtenu ça, ils ont obtenu ça, on va pouvoir en bénéficier, etc., etc. Donc, c'est une forme de remerciement, si vous voulez. Donc ça joue. Mais il y a enfin, moi, il y a un truc tout simple, hein, seul, on peut pas faire grand-chose. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Bon, et le rôle du syndicat, c'est quoi? C'est d'unir les salariés dans l'entreprise, hein, et de représenter une force dans l'entreprise. Alors, donc après, on est dans un, comme les syndicats obtiennent moins de choses, c'est vrai partout, dans tous les pays aujourd'hui. C'est beaucoup plus, même dans les démocraties. Alors, si vous êtes en Chine ou en Russie, c'est pas, ce sont pas des démocraties, donc c'est pas la même situation, mais c'est pire, bien entendu. Mais si vous êtes dans une démocratie occidentale comme la France, l'Allemagne, etc., c'est plus dur pour les syndicats depuis des années. L'ultralibéralisme qu'on a mis en place depuis les années 80 a fait beaucoup de dégâts. Hein, donc, ben, quand vous avez un conflit comme les retraites en France l'année dernière, avec tout le monde dans la rue et qu'in fine, vous n'avez pas gagné. La loi est passée d'une manière ou d'une autre. Il y a un effet boomerang, on le disait tout à l'heure, politiquement, mais ça n'incite pas non plus à adhérer obligatoirement. Voilà. Donc, ben, bon, maintenant, je disais souvent quand j'étais en responsabilité syndicale aux militantes de l'organisation, faites bien attention à la notion de temps. 10 ans, 15 ans pour un individu, c'est long. 10 ans, 15 ans dans l'histoire d'une société, c'est rien. Hein, donc le syndicaliste a le temps aussi pour lui, hein, mais ne jamais oublier que c'est même si une période est dure, à un moment donné, ça va changer. On le voit à ce sujet des syndicats qui sont parfois débordés avec la SNCF, où finalement ce sont des mouvements sociaux qui sont initiés par des individus qui ne sont pas syndiqués, ou en tout cas qui lancent leur mouvement en dehors des formations syndicales. Ça dit quoi de l'état des syndicats aujourd'hui? Ça dit rien de l'état des syndicats. Dans le temps, vous aviez des coordinations. Il y a eu des coordinations des cheminots dans les années 80, il y a eu des coordinations d'infirmières, etc. Non, la seule nouveauté, ce sont les réseaux sociaux. C'est que vous pouvez mobiliser. Avant, quand vous vouliez mobiliser, fallait appeler à la mobilisation. Comment vous faisiez? Bah, vous pouviez faire envoyer des lettres à qui, etc. Hein, bon, donc c'était obligé de passer par un collectif.
Aujourd'hui, vous lancez un truc sur Facebook ou ailleurs et les gilets jaunes, c'est parti comment? C'est parti par des mobilisations sur réseau. Donc, ça facilite ce genre de truc, mais ça a toujours existé d'une manière ou d'une autre. Vous savez, un collectif qui perdure, ça devient un syndicat, hein, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bon. Après, bah, SNCF, c'est un cas, je dirais, un peu particulier parce que ça fait partie de ces entreprises publiques où pendant très longtemps la CGT était ultra majoritaire, liée à la présence de ministres communistes après la guerre, hein, bon. C'est plus le cas aujourd'hui, mais vous avez un syndicat Sud qui est assez important à la SNCF, et donc vous avez la course à l'échalote permanente entre la CGT et Sud, voilà. Donc, mais euh, la grève, ça s'utilise pas n'importe comment. Voilà. C'est pas dur de lancer une grève, c'est pas le plus dur. Après, elle marche pas. Le plus dur, c'est de l'arrêter, hein. C'est comme beaucoup de choses, trop de grève, tu la grèves. Et un monde sans syndicats, ça risque pas d'être le chaos? Si, un monde sans syndicat, ou alors c'est un monde idéaliste, mais ça, il n'existe pas. Enfin, s'il n'y a pas de syndicat, il n'y aurait plus de parti non plus, quoi. Les pays où il n'y a pas de syndicat, ce sont des partis uniques également, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie, hein. Ça veut dire que ce sont des régimes autoritaires, dictature ou pas, mais ce sont des régimes autoritaires. Non, je rappelle que dans l'Organisation internationale du travail, qui est une instance de l'ONU sur les questions de travail, qui a été mise en place après la Première Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle des conventions internationales minimales. Ça veut dire qu'elles sont applicables dans tous les pays, même si les pays ne les ont pas ratifiées. Et parmi ces conventions minimales, il y a la liberté d'association et la liberté de négociation. C'est ce qui fait qu'on est dans une démocratie. Tous les pays ne le respectent pas. Merci Jean-Claude. Nous arrivons à la fin de cette séquence. Une dernière question. Warren Buffett a déclaré un jour que la guerre des classes existait et que c'était la sienne, celle des très riches, qui était en train de gagner. Qu'avez-vous à répondre à Warren Buffett? Qu'il a raison. Qu'il a raison sur la période qu'on vient de vivre. Je parle pas de la période récente depuis l'élection de Trump, même si ça s'est pas arrangé, bien entendu. Mais la période que j'ai appelée tout à l'heure d'ultralibéralisme, c'est quoi? C'est dans les années 80, la victoire d'une école économique aux États-Unis, qui est l'école de Chicago, hein, très libérale, la priorité aux actionnaires, pas aux salariés, pas aux fournisseurs, pas aux sous-traitants, etc. Appliqué aux États-Unis, Thatcher, Thatcher au Royaume-Uni, Reagan aux États-Unis, et progressivement dans tous les pays occidentaux, y compris chez nous, hein. Donc les politiques d'austérité, etc., de dérégulation, de remise en cause de certaines lois, de certaines normes, etc. Bon, moi, même avant l'élection de Trump, etc., considérait qu'on était arrivé au bout de ce système, parce que ça passe plus. Les inégalités explosent, etc. Donc, il faut changer ce système. Il faut revoir les règles au niveau international. Alors, bon, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est dans une période de crise, au sens où on a quitté un modèle de référence, mais on n'est pas encore trouvé l'autre modèle derrière, hein. Donc, alors ça peut durer un moment, on est dans cette période-là, avec tout ce que ça peut comporter comme danger, hein, comme le disait Gramsci, hein. Bon, c'est là que les monstres se révèlent, et on en voit actuellement. Voilà, hein. Mais moi, je dis toujours, quand on milite, quel que soit l'endroit où on milite, on est optimiste. C'est qu'on sait qu'on peut changer les choses. Pas à titre individuel, mais les choses peuvent changer, hein. L'ultralibéralisme, c'est les hommes qui l'ont mis en place. Bon, on peut changer ça, hein. Donc, militer, c'est être optimiste, même si c'est pas toujours facile. Vous savez, c'est Jean d'Ormesson qui disait un optimiste, c'est quelqu'un qui fait des mots croisés avec un bic. Merci Jean-Claude, merci pour ce vent d'optimisme en fin de séquence qui nous fait du bien, parce que c'est vrai que le contexte étant ce qu'il est, on a besoin d'avoir des bonnes raisons de s'accrocher et de se dire qu'on peut continuer à y croire. Et je crois qu'on a raison de continuer à y croire. Merci Jean-Claude pour ce temps, Merci à vous. l'échange qu'on a pu avoir, et on espère que vous avez apprécié. Chers auditeurs, cette séquence, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la partager avec vous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, également sur notre site sinopia.fr. Voilà, et on se retrouve avec un très grand plaisir pour une prochaine séquence avec un nouvel invité. À très bientôt pour Imaginer demain.